Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de A Touch of Evil. Donc, la boîte de base ainsi que les deux extensions. Donc, Something Wicked qui était la deuxième extension euh, et euh, The Coast qui est la troisième extension. Et j'ai mis au moins pas mal d'années à récupérer cette extension parce que elle était en rupture et j'ai réussi à mettre la main dessus. Donc je suis plutôt content. Donc, A Touch of Evil, un jeu d'aventure et d'horreur pour 1 à 8 joueurs. C'est édité par Flying Frog Productions, donc un éditeur que j'apprécie beaucoup pour leurs différents jeux, Fortune and Glory, Shadow of Brimstone, Last Time on Earth et A Touch of Evil, hein. De super jeux avec un thème très fort et des mécaniques assez accessibles. Donc, dans ce jeu-là, on va incarner un groupe d'investigateurs. Voilà. Donc, les investigateurs, comme on peut voir, on en a plusieurs. Voilà. Avec chacun des caractéristiques, des compétences et puis leurs points de vie. Donc, des investigateurs qui se rendent dans les différents lieux du plateau pour enquêter sur des meurtres qui sont produits chaque nuit dans la ville. Voilà, le maire de la ville a fait appel à nos services pour essayer de trouver justement le coupable et de le débusquer dans un combat à mort, voilà, un combat final à mort. Donc ça va être la mission des investigateurs. Donc, parmi les investigateurs, du moins, nous avons les investigateurs qui représentent les héros qu'on va jouer, mais il y a également les notables de la ville. Voilà, donc on a un révérend, un docteur, le maire. Ce sont des gens de la ville qui, justement, ils commencent avec des secrets. Parmi ces secrets, il y a des secrets bénins qui n'ont aucun effet sur le jeu, et d'autres secrets qui sont des secrets diaboliques. Voilà, la personne que l'on recherche, du moins la chose, hein, parce que bien entendu, comme on peut voir, un petit peu à la même à la même sauce que pour ceux qui connaissent la série Supernatural avec les frères Winchester, qui combattent aussi des monstres dans différentes villes. Et ben là, là pareil, voilà, on va pouvoir être confronté aux loups-garous ou encore aux vampires, créatures des marécages, euh, aux cavaliers sans tête. Voilà, donc on voit que les monstres ils sont issus certains de folklore local, de contes et légendes. Là, on a le vaisseau fantôme, voilà, et derrière, on a les 7 noyés. Voilà, assez dur à battre hein, quand même. Voilà, donc on a toute une liste de monstres qu'on va pouvoir combattre. Donc, pour revenir aux notables, donc, certains notables peuvent être eux-mêmes le monstre que l'on recherche, ou bien certains des notables vont pouvoir être des notables diaboliques qui vont aider à tout prix la bête à amener son plan à exécution. Donc au niveau du matériel, donc nous avons 3 plateaux de jeu. Donc on voit que rapidement, les 3 plateaux, ben, ça prend toute une table, hein. Donc là on voit que j'ai une table et de l'autre côté j'ai une deuxième table, voilà, parce que le jeu est quand même imposant. Donc nous avons les plateaux de jeu, voilà, comme on peut le voir. Nous avons les notables, avec chacun des secrets. Donc, on voit que il y a 6 notables qui commencent avec un seul secret.
Donc ça, ce sont les notables de la boîte de base. Et puis nous avons 3 notables issus de l'extension The Coast, qui eux commencent avec 2 secrets d'office. En sachant que lorsque un notable a 3 secrets, on va tous les révéler, parce qu'au bout d'un moment, quand une personne a trop de secrets sur elle, elle ne peut plus les cacher aux yeux des autres. Donc nous avons les fiches des monstres, comme on peut voir, avec leurs capacités particulières. Ils ont chacun une fiche de serviteur, voilà. Il y a différents événements et différents monstres que l'épouvantail va pouvoir être amené à répandre dans la ville. Nous avons tout un paquet de cartes. Donc, comme on peut voir sur le plateau de jeu, il y a des lieux dits majeurs, donc ce sont souvent les lieux nommés, comme on peut le voir, et nous avons des lieux comme les routes ou bien des simples petits lieux qui ont un effet de jeu inscrit sur le plateau. Par contre, on voit que les lieux majeurs, eux, n'ont pas d'inscription, parce qu'en fait, il va falloir piocher une carte du lieu en question et résoudre justement ce qui nous arrive. Donc on a pas mal de lieux, hein. Donc on a, comme on peut voir, le manoir, le moulin, on a la vieille forêt, le donjon abandonné, l'auberge, l'île oubliée, le monastère, là-bas nous avons le phare, le bateau et puis la grotte des contrebandiers. Et donc tous ces lieux, eh bien, justement, ont leur propre paquet de cartes. Nous avons également un paquet de cartes tanières, voilà, donc justement il va falloir trouver la tanière où se cache le vilain. Pour ce faire, nous avons une piste des Shadow Track, piste des ténèbres, justement qui va petit à petit descendre. Et en descendant, elle va augmenter la puissance du vilain, mais en même temps, c'est un genre de timer. Voilà, si nous n'arrivons pas à battre le vilain avant que ce marqueur atteigne 0, et ben nous avons perdu la partie. On voit que dans chaque étape, nous avons donc 5 étapes, avec un petit chiffre en dessous. Et ben, ce chiffre représente le coût de la carte tanière qu'on va devoir payer pour savoir où se trouve le grand vilain. Donc oui, le grand vilain, il ne se trouve pas au hasard, hein. On a quand même enquêté et pour savoir où il se trouve, voilà, il va falloir payer donc le coût indiqué sur cette piste. Donc on voit que au départ le coût est assez élevé et au fur et à mesure que le vilain prend de la puissance, et ben justement il émet des pistes et ben, il ne peut plus se cacher. Du coup, le coût deviendra beaucoup plus moins cher pour acheter cette carte. Donc là, voilà, il faudra acheter une carte là, et là, ça nous dit où se trouve actuellement le vilain. Donc ça, ce sont les cartes tanières. Donc elles nous servent pour repérer le grand vilain, mais également pour les différents effets qui nous demandent de piocher des lieux aléatoires. On se servira principalement de ce paquet de cartes là. Nous avons également 2 paquets de cartes bien distincts. Donc les paquets de cartes événements, ce sont des événements bénéfiques pour les joueurs. Voilà. Souvent ça nous sauve la vie ou ça nous aide pas mal. Donc ces cartes-là, on peut en avoir autant que l'on veut et on peut les jouer à n'importe quel moment. Donc là j'ai mis 2 paquets, hein, parce que le paquet est tellement gros avec toutes les extensions que ça ne rentre pas dans le socle. Nous avons également le paquet de cartes mystères qui, contrairement au paquet de cartes événements, alors là c'est que des saloperies, hein, c'est le mal qui va se répandre petit à petit sur le plateau. Alors c'est souvent des événements, des mauvais événements. Donc nous avons, comme je vous ai expliqué, la fiche de nos héros. Donc comme on peut le voir, ils ont différentes caractéristiques. Donc l'esprit, la ruse et le combat. Donc ça c'est le nombre de dés qu'ils vont lancer. Et puis ils ont aussi l'honneur. On verra que l'honneur c'est pour les différents tests ou pour déterminer en cas d'égalité entre 2 joueurs qui va combattre le monstre.
Donc ils ont des capacités et des points de vie, voilà, qu'on va pouvoir également augmenter au fur et à mesure. Nous avons également des objets de ville qu'on va pouvoir acheter. Donc les 3 paquets là sont issus de chacun des extensions. Donc les objets de la ville, ce sont les objets de la boîte de base. Les objets du monastère, ce sont de l'extension Something Wicked. Et les objets de la côte, ce sont de l'extension The Coast. Nous avons également tout un tas de jetons monstres. Voilà, dans ce jeu, il n'y a pas de figurines de monstres. Ce sont des petites tuiles, voilà, carrées comme ça. Donc moi, ça me gêne pas du tout. Justement, ça me permet d'économiser ma peinture et en même temps, je trouve que ça, c'est suffisant en fait, des petites tuiles comme ça. Nous avons donc les investigateurs, hein, voilà, que j'ai peint comme j'ai pu. Bon, moi, ça me va. Alors, un jeu peint, c'est toujours mieux pour une immersion totale. Voilà. Avec un petit peu d'herbe et un petit peu de rocher, ça fait toujours l'affaire. Donc, il y en a un paquet. Alors là, justement, j'ai les héros de Something Wicked, ils ont eu un petit souci lorsque j'ai voulu les décaper pour les repeindre. Et ben, ils ont un petit peu fondu. Du coup, ben, malheureusement, ils sont pas là. J'ai envoyé un mail à Flying Frog pour leur demander si c'était possible justement de me vendre uniquement les héros de Something Wicked. Et là, j'attends une réponse. Mais enfin, on verra. Donc, au niveau du matériel, pour terminer, nous avons également tout un tas de jetons. Voilà. Donc là, on a les blessures, voilà, les wounds. Là, nous avons les pions d'investigation. Donc ces pions-là, en gros, c'est les indices qu'on va trouver un petit peu partout sur le plateau. Donc on verra certains lieux commencent déjà avec des jetons d'investigation, mais c'est également la monnaie qui va nous permettre justement d'acheter voilà, d'acheter les cartes aux différents magasins. Donc nous avons des pions que certains serviteurs vont utiliser. Voilà. Donc là, on a voilà, des nuées de corbeaux. Donc ça, c'est spécifique à l'épouvantail. Voilà, lui, l'épouvantail, justement, il va déployer des corbeaux pour surveiller nos faits et gestes. Mais ils vont aussi nous emmerder, hein. Là, on a des rats. Voilà. Alors le rat, je crois que c'est... je sais plus trop, je crois que c'est le loup-garou ou voilà, bon je ne sais plus. Donc là on a les jetons des différents vilains. Voilà. Donc lui, il y a lui, j'aimerais pas le rencontrer, hein, parce qu'avec ses dents là, il peut faire mal, hein. Voilà, donc différents jetons. Donc là on a des jetons qui vont augmenter nos statistiques. Voilà. Et puis là des jetons que j'ai confectionné moi. Voilà. Voilà, tout un tas de jetons. Donc voilà ce qu'on retrouve dans une boîte de A Touch of Evil avec les trois extensions. Au niveau de la mise en place, donc là je vais vous présenter une mise en place particulière par rapport aux notables. Donc pour ceux qui veulent savoir la procédure standard pour les notables, ils n'auront qu'à regarder dans le livre de règles, mais là j'utilise une variante par rapport aux notables. Donc pour la mise en place, on va tout d'abord placer donc les plateaux de jeu, avec sur certaines cases des points d'investigation que l'on va déjà mettre au départ. On va placer tous les notables de la ville en haut du plateau. On va distribuer pour les 6 notables de base un secret, voilà, pioché au hasard. Et pour les 3 notables issus de The Coast, on va piocher 2 secrets. Voilà. Donc ils ont un peu plus de secrets. En ce qui concerne le placement des notables issus de la variante, on va piocher pour chaque notable un lieu aléatoire. Voilà, ils vont commencer sur une case bien particulière. Donc là, c'est ce que j'ai fait. On va sélectionner un grand vilain pour la partie. Donc soit on le prend au hasard ou on choisit.
Donc on va mettre son jeton sur sa fiche. On va également prendre la fiche des serviteurs du vilain en question. Donc ces fiches-là, elles sont recto verso. Il y a une fiche dite avancée. Donc moi je joue uniquement avec la version avancée, voilà, parce qu'il y a plus de choses et c'est plus compliqué. Et il y a la fiche standard, voilà, qui est beaucoup plus facile pour les premières parties. Donc moi je place les différents monstres du vilain sur sa fiche. J'utilise également des compteurs issus de Dark Souls, le jeu de plateau, voilà, pour tenir compte des points de vie et des dés de combat. Donc on voit que ce grand vilain-là, il commence avec 5 dés de combat, et au fil du temps, il va pouvoir en gagner d'autres. Dans une partie coopérative, parce que j'ai oublié de mentionner que ce jeu-là a différents modes de jeu. Il a un mode de jeu compétitif, où on va pouvoir jouer les uns contre les autres, et il y a un mode coopératif, voilà, que j'utiliserai sûrement pour ma partie. Donc dans le mode coopératif, les points de vie du démon en fait s'équilibrent par rapport au nombre de joueurs. Donc vu que je ferai une partie avec 3 investigateurs, on va multiplier la santé de notre vilain par 3. Donc il commence, comme on peut le voir, avec 15 points de vie. Bien entendu, cette valeur va aussi pouvoir être augmentée à fur et à mesure que le marqueur des ténèbres progressera. Mais lui, on verra que lui, il gagne plus de combats et plus de santé au niveau des différents paliers. Donc, une fois qu'on a choisi notre vilain, on va également choisir, alors soit au hasard ou bien choisi spécifiquement, nos investigateurs, qui commencent chacun avec 2 pions d'investigation. Voilà, ça c'est leur argent de base. Les investigateurs sont placés à l'hôtel de ville du plateau de Shadowbrook. Donc certains investigateurs, eux, vont commencer sur différents lieux. Donc je crois qu'il y en a une qui peut commencer au manoir et les autres à la croisée des chemins. Voilà. Mais de base, on les place à l'hôtel de ville. Voilà, ben, c'est un petit peu logique, hein. C'est le maire qui a fait appel à nos services, qui nous convoque justement à l'hôtel de ville pour nous expliquer ce qui se passe un petit peu chaque nuit dans les différents lieux de la ville. Donc le marqueur de la Shadow Track, il est mis sur la première case, voilà. On mélange tous les paquets de cartes, et puis je pense on est bon pour la mise en place. Donc le tour de jeu, il est en 2 parties. On a une première partie qui sera le tour des héros. Donc ils vont chacun s'activer l'un après l'autre. Une fois qu'ils se seront tous activés, on va réaliser la phase mystère. Voilà, c'est la phase où justement les ténèbres vont se répandre sur le plateau en mettant des monstres et des événements. Donc le tour de jeu, on va d'abord déjà désigner un premier joueur. Donc bah, on lance un dé pour chacun et celui qui a le résultat le plus grand sera le premier joueur. Donc là, pareil, c'est une petite confection maison. Marqueur de premier joueur. Voilà, normalement, il faut utiliser, comme dans la plupart des jeux de chez Flying Frog, voilà, leur jeton avec la grenouille. Bon, bah, je trouve que, bon, comme on peut voir, la taille, bon, c'est assez grand quand même. Voilà, hop, on voit plus trop, quoi. Bon, là, moi, j'utilise ce petit jeton-là, que je trouve sympathique. Donc, on désigne un premier joueur, voilà, qui va réaliser les différentes actions, en commençant par sa phase de déplacement. Donc on lance tout simplement un dé de 6 et on se déplace d'autant de cases que le résultat du dé. Donc si on obtient un résultat de 1, on va pouvoir en compensation piocher une carte événement. Donc ça pareil dans les jeux de chez Flying Frog. Je sais que dans Fortune and Glory et dans Shadow of Brimstone, un résultat de 1, en compensation on pioche une carte événement. Voilà, les cartes événements, on peut en avoir autant que l'on veut et on peut les utiliser à n'importe quel moment, voilà, sauf si c'est spécifié sur la carte. La limite de cartes qu'on peut avoir équipées sur un personnage, elle dépend
en fait du nombre d'extensions avec lesquelles vous allez jouer. Si vous jouez uniquement avec le jeu de base, vous allez pouvoir transporter jusqu'à 4 cartes provenant des lieux majeurs, plus 3 cartes issues de lieux chez le forgeron. Donc pour un total de 7 cartes. Donc 4 cartes issues des lieux majeurs, donc une par lieu, et 3 cartes provenant de chez le forgeron. Si vous jouez avec une deuxième extension, ben vous ajoutez tout simplement les lieux majeurs en plus, dans votre limite maximale. Donc c'est-à-dire que si vous jouez avec le plateau Shadowbrook et Echo Lake, vous ajoutez 4 lieux majeurs, plus les 3 qu'il y a. Donc ça vous fait une limite de 7 cartes provenant des lieux majeurs, plus 3 cartes encore parmi les town items ou monastères. Hein. Donc on peut faire un mix hein, de ces là. Et ainsi de suite, si on incorpore le plateau The Coast, on a 3 lieux supplémentaires qui se rajoutent. Donc c'est comme ça que notre limite de main est pris en compte. Donc le déplacement, selon le résultat que j'ai fait, je peux me déplacer sur le lieu obtenu par le dé. Donc là, par exemple, voilà, je réalise 3, donc je peux aller, je peux faire 1, 2, 3, voilà, ou bien je peux aller tout simplement sur les cases qu'il y a adjacents à mon personnage. Donc on choisit de se déplacer comme on veut par rapport au résultat du dé. Si je décide de ne pas me déplacer, ce qui est totalement autorisé, à ce moment-là, je vais, comment dire, je vais m'attarder. Voilà, s'attarder, c'est pas bien parce que ça peut attirer les ténèbres. Alors, lorsque l'on s'attarde, on doit lancer un dé, voilà, à nouveau. Et si on obtient un résultat de 1, on se fait attaquer par les serviteurs de l'épouvantail ou par l'épouvantail lui-même. Par la bête, hein. Là je prends un exemple l'épouvantail parce que c'est avec lui que je ferai la partie. Donc on lancera de nouveau un dé et selon le résultat, on appliquera soit un événement ou soit une attaque d'un serviteur, tout simplement. Une fois qu'on s'est déplacé, on va combattre les monstres qui se trouvent sur notre case. Donc pour les combats, c'est assez simple. Je vais prendre pour exemple, voilà, c'est l'ordre de la main rouge. Donc on voit que les monstres, ils auront toujours un nombre de dés qu'ils lancent et une santé, et des fois des capacités. Nos héros, de base, ils vont utiliser leurs compétences combat pour combattre. Sauf mention particulière par rapport au monstre, donc si un monstre nous dit d'utiliser plutôt notre esprit ou notre ruse à la place du combat, il faudra le faire. Mais de base, on utilise le combat. Donc on lance autant de dés que l'on a de notre valeur de combat. Alors on ajoute les dés obtenus par les différentes cartes hein, qui nous aideront. Et le monstre, lui, va également lancer ses dés. Donc on prend les dés des deux opposants et on va lancer le tout en même temps. Parce que dans ce jeu, les résultats sont appliqués en même temps. Voilà. Pour chaque 5 ou plus, ça fait une blessure. Voilà, un petit peu comme dans Horror Arkham, pour ceux qui connaissent. Pour toucher, on ne touche uniquement sur un 5 ou un 6. Donc là, on lance les dés et on applique les résultats. Là, lui, on applique les résultats. Donc là, mon héros aurait fait 4 touches et le vilain une touche. Donc mon héros aurait pris une blessure. Et l'ordre de la main rouge, on voit qu'ils ont une santé de 4. Mon héros a lancé 4 succès, donc le monstre là serait tué et on gagne souvent des récompenses sous forme de points d'investigation. Donc c'est comme ça que fonctionnent les combats, à base de dés, voilà. Donc c'est pas compliqué. Hein. On va, une fois qu'on a combattu les monstres, on va pouvoir réaliser différentes actions. Donc,
toutes ces actions-là, on va pouvoir les réaliser dans n'importe quel ordre. Voilà, il n'y a pas d'ordre spécifique, hein. La seule action qui est obligatoire à réaliser pendant son tour, c'est faire la rencontre de la case où se trouve notre personnage. Donc, si mon personnage se trouve sur une case route, il ne se passe rien, voilà, il ne fait pas de rencontre. S'il se trouve sur une case qui contient un texte, il réalise tout simplement le texte imprimé sur le plateau. Et s'il se trouve dans un lieu dit majeur, hein, voilà, donc c'est des lieux bien particuliers, il va tout simplement piocher une carte provenant du lieu où il se trouve. Voilà. Donc chaque lieu est axé sur différents thèmes. Donc le manoir, ça sera plus les livres, la forêt, ça sera plus les dangers, le moulin, les objets, et ainsi de suite. Donc dans le livre de règles, alors peut-être pas dans le livre de base, je crois que c'est à partir de Something Wicked, ils ont justement, alors je vais vous montrer ça. Alors, voilà, ils ont justement décrit ce que l'on peut trouver en allant dans le lieu là. Donc on voit qu'à l'auberge, c'est plus axé sur la ruse, les alliés et puis les pièces seules, les pièces uniques. Donc voilà. Alors sur Board Game Geek, il y a disponible sur sur leur site une petite fiche comme ça qui résume donc les actions des cases et un petit peu ce qu'on peut voilà, les thèmes des lieux qu'on peut trouver. Donc j'ai oublié de le préciser, hein, parce que là vous voyez, je vous ai dit que le jeu est disponible en anglais, mais sur Board Game Geek, il est totalement en français. Il a été traduit en français par, bon, c'est de la traduction amateur, mais les 3 extensions sont traduites, plus les différentes extensions de cartes que Flying Frog avait sorties. Donc je crois que c'est la 5e colonne, la chaîne, la 5e colonne qui a réalisé cette traduction. Donc félicitations à lui, il a réalisé une très bonne traduction. Donc, donc voilà, ça c'était faire la rencontre de la case. Donc on la réalise qu'une seule fois. On va pouvoir essayer d'obtenir des pions d'investigation. Donc les pions là, je vous avais dit que ça représente des indices que le méchant nous laisse et en même temps l'argent du jeu. Donc pour essayer de collecter ces pions là, il faut qu'on se trouve déjà sur la case et à ce moment-là, on doit faire un test soit de cunning, donc de ruse, ou soit d'esprit. Donc on choisira toujours celui qui nous permet de lancer plus de dés. Donc pour chaque, alors là on va prendre le cas du docteur, donc le docteur en cunning il a 3, il va prendre 3 dés, et pour chaque 5 plus, il va pouvoir récupérer un pion d'investigation. Là, il ne récupérerait rien du tout. Ça c'était l'action pour récupérer des points d'investigation. On va pouvoir se soigner une blessure. Alors, peu importe où on se trouve sur le plateau, on dépense 3 pions d'investigation pour se soigner une blessure. Alors, ça coûte cher, mais des fois, on verra qu'on n'a pas le choix pour éviter d'être KO. Donc, pour un point d'investigation par blessure, le mieux, c'est d'aller chez le docteur, hein. C'est moins cher et plus rentable. Donc, quand un personnage reçoit autant de blessures que ces cases de santé, il est KO. Donc s'il est KO sur le plateau de Shadowbrook, on inclinera sa figurine à l'hôtel de ville. Pareil pour The Coast, c'est au Town Square qu'on placera notre figurine. Et si on est KO sur le plateau de Echo Lake, je crois que c'est qu'on place notre personnage à l'auberge ou au monastère, je ne sais plus trop. Il faudra que je regarde dans le livre de règles. Voilà. Et lorsqu'on est KO, on va lancer un dé de 6 et perdre autant dans un mélange de points d'investigation, d'objets ou d'alliés que le résultat du dé. Ça, c'est l'effet néfaste lorsqu'on est KO. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir perdre des pions d'investigation et nos objets qu'on aura durement récupérés. Donc, nous avons également regardé les secrets d'un notable. Alors ça, pareil, normalement, on doit payer un certain nombre de pions d'investigation égal au nombre de héros. Donc là, si j'avais fait une partie
à 3 héros, j'aurais dû payer 3 points d'investigation et j'aurais consulté tous les secrets d'un notable, peu importe où mon investigateur se trouve. C'est pour ça que cette mécanique de base là, je n'aime pas du tout. C'est pour ça que j'ai trouvé sur BoardGameGeek une variante par rapport aux notables. Les notables, ils sont placés déjà sur le plateau. Et pour pouvoir enquêter sur leurs secrets, il va d'abord falloir se rendre sur le lieu en question. Donc, imaginons que je veuille poser des questions à la veuve Jessica. Donc, il faut que je me rende sur sa case, que je paye 2 pions d'investigation et que tous les deux réalisent un test basé sur la ruse. Donc, elle est où la veuve? Elle a 1 en ruse et le docteur, il a 3. Donc, dans ce cas-là, Jessica prendrait 1 dé, moi je prendrai 3 dés. Pareil, celui qui fait le plus de succès remporte le test, donc 5 ou plus. Donc dans ce cas-là, on voit qu'ils sont à égalité. Donc dans la variante que j'utilise, alors je ne sais plus si c'est mentionné, mais je crois qu'une égalité c'est un échec, hein, parce qu'il n'y avait pas écrit. Donc si c'est un échec, à ce moment-là, on pioche de nouveau un lieu aléatoire. Et le notable, eh ben, il se déplace ailleurs, hein, il essaye de nous esquiver, voilà, il ne veut pas qu'on lui pose de questions. Par contre, si c'est un succès, à ce moment-là, elle est retirée du plateau. Donc, vu qu'on l'a déjà interrogée, eh ben, on essaye d'écarter tout soupçon et on va pouvoir regarder les secrets qu'elle a. Donc, parmi ces secrets, je vais quand même vous montrer. Nous avons donc des secrets, voilà, des secrets. Des secrets normaux, et puis nous avons les fameux serviteurs de l'ombre, voilà, qui justement travaillent pour le compte de l'épouvantail. C'est pour ça qu'il va falloir enquêter sur eux pour éviter, lorsque l'on va choisir parmi 2 de ces notables pour le combat final, un notable diabolique. Donc ça, c'est pour enquêter sur les investigateurs. Mais normalement, dans le jeu de base, pour regarder les secrets d'un notable, il faut payer des points d'investigation égales au nombre de héros. Et à ce moment-là, peu importe où on se trouve sur le plateau, eh ben, on peut choisir un notable. Mais moi, je n'aime pas cette mécanique de base. On va pouvoir découvrir la tanière du démon. Donc le démon, il ne se trouve pas quelque part au hasard, hein. On a quand même enquêté, on a interrogé un petit peu les gens pour avoir des pistes sur son emplacement. Et donc, pour savoir où se trouve le démon, il va falloir payer avec des points d'investigation une carte tanière. Donc le coût, eh ben, il est représenté sur l'échelle des ténèbres. Voilà. Donc on voit qu'au départ, une carte coûte 12 et puis au fur et à mesure, le coût va être réduit parce que justement, l'épouvantail prend de la puissance, mais plus il prend de la puissance et moins il est discret. Donc une fois qu'on a la carte là, eh ben, on sait où se trouve le monstre pour aller le débusquer. Et la dernière action justement qu'on va pouvoir réaliser, c'est débuter le showdown. Donc pour débuter le showdown, il faut se rendre sur le lieu de la carte tanière. Voilà, donc un joueur, hein. Pas obligatoirement celui qui a acheté et qui est en possession de cette carte, va se rendre sur le lieu en question et il va pouvoir, pour une action, démarrer le showdown. Donc dans ce cas-là, il ne piochera pas sa carte lieu, hein, vu que lorsque l'on débute le showdown, on remplace le tirage de cartes par l'affrontement. Donc il faudra payer un point d'investigation et chaque autre joueur qui ne se trouve pas encore sur le lieu en question va pouvoir également payer un point d'investigation pour se téléporter directement sur la case et débuter le combat final. Donc le combat final, comment que ça se passe? Alors ce n'est pas très compliqué. Au départ, on va déjà former notre équipe de chasse, comme ils disent.
pour former notre équipe de chasse, on va pouvoir choisir jusqu'à 2 notables. Donc on priorisera toujours les notables sur lesquels on a enquêté pour enlever tout soupçon. Et on va pouvoir les incorporer dans notre équipe, en sachant que chaque joueur peut avoir avec lui qu'un seul notable. Voilà. Donc ils ont aussi une capacité qu'ils pourront utiliser. Et les notables, ils n'ont qu'un point de vie, sauf Lord Handbook qui en a 2. Donc on choisit parmi 2 notables, ou un seul ou pas du tout, qu'on donne à nos personnages. Et puis là, le combat final va commencer. Ça va être des rounds de combat successifs jusqu'à ce que l'un des 2 camps est vaincu. Donc soit les investigateurs sont KO au même moment, on a perdu la partie. Parce que je vous avais dit qu'il y a 2 conditions de défaite. La première, c'est si le marqueur de la Shadow Track atteint la case 0, la partie est terminée. Ou si, lors du combat final, nos 3 héros sont KO au même moment, là pareil, ils vont tous à la morgue et puis l'affaire est réglée. Mais pour gagner, il va falloir justement lui enlever tous ses points de vie au monstre. Donc le combat final va commencer par un round de combat par celui qui a initié le combat. Il va prendre tous ses dés qu'il peut lancer. L'épouvantail va également prendre tous ses dés. Ils vont lancer en même temps et ils vont s'appliquer les dégâts. Une fois que l'initiateur du combat a résolu son tour, on va passer au joueur suivant qui va faire pareil, puis au 3e joueur, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des 2 camps soit vaincu. Donc entre chaque phase de combat, donc une phase de combat, c'est lorsque nos 3 héros ont réalisé un round de combat contre le vilain, on va pouvoir justement faire une petite pause en se soignant, en utilisant des objets pour se soigner et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va essayer de remporter une partie de A Touch of Evil. Lors de la phase mystère, on va tout d'abord déplacer les serviteurs sur le plateau. Donc les serviteurs, ils sont soit représentés sous forme de carré ou sous les formes de tuiles rondes. Donc ces serviteurs-là, ils vont se déplacer en direction des hôtels de ville. Donc sur le plateau de Shadowbrook, ils iront vers l'hôtel de ville. Sur le plateau de The Coast, ils iront vers le Town Square. Et s'ils se trouvent sur le plateau d'Echo Lake, ils iront soit vers l'un, soit vers l'autre, en empruntant le chemin le plus court. S'il y a déjà un minion sur la case et qu'il doit se déplacer, à ce moment-là, on le retire et on fait progresser d'une case sur la piste des ténèbres. Pareil, lorsqu'un notable meurt, on fait progresser le marqueur de la Shadow Track de 2 cases. Donc il va falloir éviter quand même qu'il meure, hein, vu qu'ils n'ont qu'un point de vie en plus. Une fois qu'on a déplacé les serviteurs, donc les serviteurs se déplacent uniquement si c'est mentionné sur leur fiche, hein. Tous les serviteurs ne se déplaceront pas lors de cette phase. Bien entendu, il y a des cartes mystères qui les feront déplacer. Donc début de la phase mystère, donc s'il y a des effets qui débutent au début de la phase mystère, on va les appliquer. Les héros qui ont été KO au tour d'avant reviennent en jeu. Le démon se soigne d'un dé de 6. Donc si lors du combat final nous avions fui le combat ou que le vilain avait également fui le combat, eh ben, il se cache et il essaye justement de récupérer des points de vie. Donc on lancerait un dé et il récupérerait ce montant en points de vie. Donc c'est pour ça que je vous avais dit que lorsqu'on initie un combat, généralement c'est qu'un seul combat, c'est jusqu'à la mort, hein. À l'étape 5, on va faire un lancer sur la table coopérative avancée de la phase mystère. Donc on lance 2 dés et il y a différents événements qui vont se produire. Voilà. Donc qui vont du pire au moins pire. Bon, sachant que moins pire, bon, ils sont tous, c'est tous des événements de saloperie quand même, hein. En sachant que le 2, voilà, c'est affrontement surprise. On doit tout de suite commencer un combat contre le grand vilain. Donc ça c'est assez, je l'ai obtenu une fois, c'est assez
C'est assez chaud. On va ensuite piocher une carte mystère. Donc les cartes mystères, ils ont différents effets. Il y a des cartes qui vont nous bloquer le chemin sur le plateau, d'autres qui vont influencer les notables pour nous mettre des bâtons dans les roues, et d'autres qui vont faire apparaître des monstres, ou bien encore des effets de météo qui vont être appliqués sur nos héros. Et pour finir, on va donner le marqueur premier joueur à son voisin de gauche pour à nouveau faire un tour de jeu avec la phase des héros et la phase mystère. Donc, A Touch of Evil, très bon jeu coopératif, très ressemblant à Horror Arkham. En plus, avec les extensions, je trouve que ça amène pas mal de contenu, notamment déjà les nouveaux lieux, un nombre de cartes plus important dans les decks, parce qu'on verra qu'au départ, dans la boîte de base, je crois qu'il y a, alors si je raconte pas de bêtises, voilà, il n'y a que 20 cartes sur les lieux majeurs, et chaque fois qu'on achète les extensions, Something Wicked ajoute, je crois, 20 cartes supplémentaires, et ainsi de suite. Donc, au bout d'un moment, à force d'acheter les extensions, on a des paquets assez conséquents. Donc là, normalement, je crois que j'ai toutes les extensions, sauf une. Oui, sauf une. Sinon, je les ai toutes. Au niveau des monstres aussi, ils sont variés. Les fiches des serviteurs, pareil. On a plein de, comme je vous avais montré, on a plein de monstres qu'on va pouvoir combattre. Donc, ils sont recto verso. Voilà. Donc, une diversité au niveau des monstres, au niveau des plateaux, des lieux. Chaque partie, on se racontera une histoire différente. Et je trouve que c'est vraiment un bon jeu. Il est pas très compliqué. La mécanique globale, elle est assez simple. Ce qui peut poser problème, ce sont les petits points de règles qui, au fil de la partie, s'ajoutent. Voilà, avec au bout d'un moment, il y a tellement d'effets de cartes, de jeux qu'on va pas pouvoir se rappeler de tout. On va sûrement oublier certaines cartes ou certains effets. Mais après, le principal dans un jeu, c'est de vivre une aventure, une histoire, au détriment des fois de la mécanique. Donc on se retrouvera sûrement dans une prochaine vidéo pour une partie de A Touch of Evil.